Là, on voit du. Ça va, ça va. Ça va. Nickel. Ok, merde. Je me tiens bien. Bah oui, moi ça va très bien et toi? Ah, on m'entend que moi? Pas de souci. Voilà, évidemment, j'ai hurlé avec le micro coupé, donc c'était pas facile de m'entendre. Maintenant, vous devriez entendre ma voix. J'adore en fait faire voilà des débuts de saison décalés avec des petits soucis techniques, c'est ma passion. Et ben écoutez, je disais que j'espère que Et vous non, allez c'est bien. Je suis très fracassant. heureux de vous retrouver ce soir et je posais évidemment la question pour savoir comment se porte Astrid. Comment est-ce que tu vas, Astrid? Mais je vais très très bien. Merci Romain. Ça va en ce J'espère que dimanche toi aussi. soir Oui, ça ensoleillé? va. Ça va ensoleillé, je sais pas trop, mais ouais, un peu. Écoute, sache qu'en tout cas, les gens dans le chat préfèrent t'entendre toi que moi, donc c'est déjà plutôt pas mal apparemment. Ils préféraient quand j'étais muté, tant pis pour eux. Tant pis Ah, pour eux. Alors, très rapidement, avant que l'on commence cette interview, je voulais déjà vous remercier tous, toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé du coup à créer cette seconde saison de Good Luck à Fun, les personnes qui sont à mes côtés, qui ont accepté mon invitation, notamment pour venir en live, dont Astrid fait évidemment partie. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Encore une fois, n'hésitez pas si jamais vous avez des recommandations, si vous avez des petits commentaires, nous sommes avec Astrid évidemment pour cette émission à l'écoute et je suis aussi pour l'ensemble des émissions Good Luck à Fun à votre écoute.
Alors, première petite question, Astrid, est-ce que tu pourrais brièvement et rapidement te présenter pour que les personnes qui ne te connaissent pas déjà puissent savoir un petit peu qui tu es? Yes, du coup, donc moi c'est Astrid, je suis pote avec Romain depuis que je suis arrivée en même temps que lui à Ubisoft, donc il y a 2 mois. La famille. Je suis en alternance à Ubisoft donc pour 1 an. Et je suis pas arrivée là par hasard parce que effectivement j'aime beaucoup les jeux vidéo et c'est sûrement pour ça que je suis là ce soir. Donc voilà, c'est très bref, hein, je vais pas préparer grand-chose. Mais non, t'inquiète pas. Bah non, bah c'est super intéressant. Au contraire, Astrid, déjà, tu arrives en alternance chez Ubisoft, c'est pas rien. L'alternance, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, bah, très rapidement, tu es étudiante à l'ESCP et du coup, en parallèle de tes études, chaque semaine, tu vas faire 2 jours en entreprise et 3 jours de cours. Donc, ça demande quand même beaucoup d'investissement, surtout pendant un an. Et j'ai une première petite question, parce que évidemment, c'est la question que l'on se pose tous. Ta passion pour les jeux vidéo, comment qu'elle s'est traduite depuis que tu es jeune? Quels sont les jeux qui t'ont marqué et comment est-ce que finalement tu as découvert cet univers qui nous plaît tant? En fait, c'est très jeune parce que il se trouve que j'ai grandi dans une famille un peu de geeks. Et du coup, ça a commencé par mon père qui Bien sûr. est très 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 fan de base de jeux de stratégie militaire. C'est des petites boîtes où tu reconstruis une bataille de l'histoire, Mhm. donc ça, il adore. Je vais passer des semaines dessus et évidemment, jeux vidéo aussi, jeux vidéo de guerre, il adorait. Mon frère aussi, par extension, puis ma sœur, puis moi. Donc en fait, on est tous de grands joueurs. On passait beaucoup beaucoup de temps devant WoW. Enfin, toute la famille est passée sur WoW, quoi. Et donc ça, c'était très cool. Et puis aussi, tout ce qui est cinéma. Enfin, en fait, on adorait regarder des films ensemble et jouer à des jeux, faire des parties de Donjons et Dragons aussi. Donc disons que c'est arrivé très jeune. Enfin, ça m'est arrivé quand j'étais très jeune et pour le coup, au bout d'un moment, j'ai voulu en faire une carrière, quoi. Mais c'est vachement intéressant du coup. Comment est-ce que tu réussi à faire ce parallèle du coup entre une passion qui était bah, familiale à la base et personnelle du coup, jusqu'à vouloir en faire ta carrière professionnelle? Est-ce qu'il y a, je sais pas, un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a une expérience professionnelle que tu as pu avoir et tu t'es dit, ben, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire quoi? Ouais, il y a totalement un moment où il y a eu disons que ça a déclenché une envie toute particulière chez moi de travailler dans le jeu vidéo. C'était jusque-là, je m'étais pas vraiment posé la question, c'était plus un loisir. Et avec un ami, je suis allée à une exposition il y a 3 4 ans. Enfin, j'étais en prépa encore à ce Mhm. moment-là, au début de prépa ou fin lycée, je sais plus exactement, mais bref. Du coup, on allait à une exposition qui s'appelait L'art dans le jeu vidéo, qui était à Paris même, Austerlitz. Et c'était une super exposition où voilà, ça dure à peu près 2 heures. On voyait tout ce qui était fait en termes de concept art, en termes de design dans les jeux vidéo, qui font et qui prouvent qu'aujourd'hui le jeu vidéo est une forme d'art. Si ça se trouve, une forme d'art encore plus complète que les précédentes. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je me suis dit que j'avais envie de travailler dans un secteur qui faisait sens pour moi, qui avait du sens. Et Mhm. du coup, c'est devenu un peu une évidence. Mais bon, ça fait un peu présomptueux de dire ça, mais pour le coup, après, je voulais vraiment pas, je voulais vraiment pas travailler autre part que les médias. Ça s'est affiné sur le jeu vidéo. Et en plus de ça, pendant mes années de prépa, en fait, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que c'est une filière où c'est très culture légitime. Donc, faut avoir lu les classiques, faut connaître les courants philosophiques sur le bout des doigts en connaissant tout ce que Aristote a pu dire. Et ce que je trouvais dommage, c'est que la pop culture reste très marginale, alors que je pense que elle s'inspire de choses enfin, tout aussi légitimes et de questions tout aussi contemporaines que les livres un peu plus intelligents aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu un espèce de challenge de se dire j'ai envie de travailler dans un truc qui pour l'instant n'est pas encore très légitime mais pourrait le devenir dans le futur.
Voilà. Alors déjà, c'est passionnant, vraiment c'est super intéressant Long. parce que tu as réussi à résumer ton parcours genre en l'espace de quelques minutes. Moi, il m'aurait fallu environ 1 heure pour expliquer ce que tu viens de dire. Donc c'est super intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est qu'on va reprendre, recommençons du coup par le début de tes études quand tu as fait la classe Ouais. préparatoire littéraire. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer le cheminement que tu as suivi et comment est-ce que justement ça t'a permis de réfléchir et de forger ce projet professionnel? Ce projet du coup qui est super, super intéressant et qui a l'air vraiment développé du coup. Ouais, bah, développer dans ma tête, quoi. Bah, Mais, c'est le plus important, hein, c'est le début, c'est le ouais, commencement. c'est vrai, c'est la première pierre à l'édifice. Mais bah, pour résumer mon parcours, donc j'ai d'abord, j'étais dans un lycée franco-allemand à Buc, donc pas très loin de Paris finalement, enfin Mhm. région parisienne, quoi. Et là, j'ai un lycée qui était assez bien, enfin cadré. Du coup, j'avais toujours des notes pas ouf. Et Ouais. en fait, ce qui a fait que j'étais totalement vaccinée quand je suis arrivée en prépa et qu'on se prend des notes horribles. Du coup, j'ai tenu le coup, quoi. Et du coup, là, j'ai fait 2 années de classe préparatoire littéraire, donc toujours à Versailles, enfin pas loin de Buc, du coup, à la Bruyère, où là, bah, j'ai vraiment adoré parce que j'étais en spécialisation histoire-géographie. La partie histoire était vraiment pour moi un truc incroyable qu'on pourra peut-être développer plus tard, mais donc ça j'ai vraiment adoré. Et il se trouve que de base je suis rentrée en classe préparatoire littéraire pour rentrer en école de commerce. En fait, je savais que c'était possible de le faire. Et je savais que en fait j'avais aucune chance contre quelqu'un qui était fort en maths, enfin juste bon en maths parce que je suis nulle en maths. Et du coup je m'étais dit que il se trouve que bah, de toute façon, je suis nulle en maths, mais je pense que j'ai plus de chances de rentrer en école de commerce en ayant fait prépa L que en faisant une ECS ou une CE En soi, c'est smart, ou c'est encore super moins autre intelligent. chose. Du coup, voilà. Donc, je suis rentrée à l'ESCP. Il se trouve que j'avais pas performé tellement sur les épreuves de l'école de commerce, mais j'ai eu une super note à la synthèse et donc j'ai été prise à l'ESCP avec les euros ensuite où j'avais bien bossé du coup parce que c'était 16 euros que je passais quasiment. Et donc du coup je suis arrivée à l'ESCP et comme je te disais j'ai un peu débarqué en me disant bon enfin j'aimerais bien savoir quand même où est-ce que je m'engage parce que ça coûte cher. Et du coup, bah, là est intervenu le gaming. Voilà. Mais c'est super, en vrai, c'est super intéressant. Comment est-ce que du coup la prépa a pu te forger à la fois pour intégrer du coup une école de commerce, mais surtout pour intégrer le monde du gaming? Je saute un petit peu plusieurs étapes, mais je sais qu'on apprend beaucoup beaucoup de choses en prépa. Ouais. Et tu le dis justement, tu n'avais pas tellement perf sur d'autres épreuves, mais sur la synthèse, donc déjà peut-être les capacités, tes capacités synthétiques Mhm. ont été une force. Mais est-ce que tu aurais, voilà, un petit peu, comment est-ce que tu pourrais vendre la prépa à des personnes qui par exemple souhaiteraient travailler aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo ou qui seraient intéressées pour faire des études et qui savent pas exactement Ouais. où aller ni quoi faire. Pas besoin d'en Bah, faire la promo marketing, hein, mais ouais, juste qu'est-ce que ouais, t'en de as toute tiré façon, toi, quoi. j'en suis incapable. Mais en fait, bah, la prépa littéraire, je pense que c'est assez facile du coup de d'avoir un discours un peu bullshit. Mais je pense que honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Déjà parce que ça a vachement, je pense dans toutes les prépas pour les coûts littéraires, la prépa aide à structurer la pensée et à sortir un truc qui est pas trop bête et assez réfléchi dans le sens où je pensais que la prépa littéraire allait m'apprendre à étaler ma pensée de manière très intelligente, très raffinée, etc. Et il se trouve que, en fait, en prépa littéraire, t'apprends surtout à écrire de manière claire, concise, et que ce soit pas lourd. Je me rappelle que vraiment sur mes premières dissertations, je me prenais toujours lourd, lourd, le style est trop lourd, le style est trop lourd, parce que t'essaies d'avoir l'air Moi intelligent, aussi, et bah t'inquiète. tu l'es pas. Du coup, voilà. Et donc je pense que rien que ça aide ensuite pour avoir un discours très clair à la fois à l'oral et à l'écrit en entreprise ensuite. Et bah, sûrement ça m'a aidé aussi pour mes oraux Bien à sûr. l'ESCP parce que là pour le coup faut savoir bien se vendre. Je suis pas forcément hyper à l'aise avec ce genre de choses-là, donc la prépa m'a aidé sur ce point de vue-là. Et sur un côté un peu moins visible, disons, c'est que ça m'a vraiment aidé à analyser les choses, enfin de la manière, je saurais pas vraiment comment le dire sans exemple, mais de la manière la plus directe possible, bah, en prépa littéraire plus, je pense qu'une autre prépa, parce que pour le coup, il faut vraiment, par exemple, je sais pas, en littérature, il faut arriver à voir toujours le sous-texte
d'un texte littéraire, d'un extrait. Ouais, Et bien là, sûr. pour le coup, la prépa littéraire, ça t'apprend vachement sur ce point de vue-là. Je saurais pas te dire de manière concrète comment aujourd'hui ça m'aide à être plus fort dans mon travail, mais, je pense que ça m'a sûrement aidé, enfin, Bah, c'est peut-être dans le futur aussi. Je pense que c'est déjà Et beaucoup puis, de points de force de choses que l'on peut apprendre en prépa, notamment des compétences que l'on peut développer et qui sont super importantes. Enfin, je sais que pour compléter ce que tu viens de dire, moi aussi, lorsque j'étais étudiant à ce moment-là, c'est là où j'ai vraiment appris du coup à synthétiser mes propos et ouais, c'est aussi ça. à avoir une suite logique dans mon argumentation. Et ça, Mhm. aujourd'hui, ça peut paraître bête parce qu'on parle de dissertation de philosophie qui faisait genre 15 pages, mais quand tu dois envoyer un Mm. mail et que tu sais que ton mail doit faire, tu dois passer par A plus B pour ensuite avoir un process clair et pour que du coup Exactement. bah, la gestion de projet se fasse de la façon la plus clean et la plus smooth possible, bah, c'est super important et c'est très pratique. Alors ça, c'est une application réelle dans le monde professionnel et ça n'a pas ou peu de sens parce que c'est pas tout ce que l'on apprend, mais c'est quand même Bah, super tu cool, l'expliques quoi. déjà bien mieux que moi. Bah, Donc, je suis pas t'as sûr de sûrement ça, mieux mais reçu une chose que moi. Mais oui, effectivement, je suis totalement d'accord. Je pense que on t'apprend vraiment pour le coup à être très clair à l'écrit, à l'oral sûrement aussi par extension, mais t'apprends à être vraiment à aller droit au but, bien là sûr. où la prépa littéraire ne semble pas être comme ça en fait. Quand on dit t'as 6 heures pour écrire une dissertation de 20 pages, c'est en mode oula, mais est-ce que ça va être pertinent? Et en fait, il se trouve que t'apprends à dire toujours des choses pertinentes. Il se trouve que 20 pages, Mm. bah, c'est peut-être limite peu pour le sujet que tu peux avoir en dissertation, quoi. C'est clair. Et au-delà de ça, en plus, et là justement, je rebondis sur ce que tu as dit un peu plus tôt, l'introduction qui m'a vraiment marqué et qui était très intéressant, c'est que en plus d'apprendre du coup ces capacités synthétiques, finalement, d'apprendre à bien user de méthodes et de faire de suivre de la méthodologie, on apprend, on Mm. découvre aussi beaucoup d'ouvrages, que ce soit alors, des ouvrages Ouais, littéraires, des ouvrages philosophiques, oui, oui. etc. On agrandit sa culture et il y a un point qui m'a marqué, tu as dit au début que tu considérais après avoir été à un salon, que le jeu vidéo était quasiment une nouvelle forme d'art. Et est-ce que justement tu penses Mhm. que la prépa littéraire t'a permis aussi d'interpréter justement et de découvrir aussi cet aspect-là du jeu vidéo et que ça t'a permis aussi de commencer à forger finalement ton parcours professionnel? Bah, très probablement, je dirais même que c'est quasi sûr, parce que Mhm. de toute manière, en fait, dans les jeux, je joue quasiment exclusivement à des jeux qui ont une narration assez présente et aussi un univers assez fort. Bien Et sûr. bah, je trouve ça toujours intéressant d'essayer de gratter un peu à la surface pour voir derrière quelles ont été les inspirations possibles. Et il se trouve que beaucoup de jeux ont justement une inspiration qui est bah, fortement ancrée, je sais pas, par exemple dans la mythologie, comme les films aujourd'hui l'ont finalement. Donc ça, c'est une forme d'art puisque bah, tu t'inspires de peut-être de récits assez classiques, mais tu essaies de le rendre plus esthétique, plus plaisant visuellement, plus aussi compatible, je pense, avec un public large. Donc pour moi, c'est une forme d'art. Enfin, l'art, ça devrait pas être juste exclusif, quoi. Je Je crois que je suis suis en train complètement d'accord avec toi. Sache que Victor aussi est d'accord avec toi et mentionne, de... bah, tu Super. te doutes, Merci, Victor. mentionne Disco Elysium. Voilà. Donc Ouais. ça apparaît comme une évidence pour lui. Mais c'est super intéressant Mais ce que ouais. tu dis. C'est très intéressant Bah parce que justement, ouais. enfin, Vas-y. Ouais. je rebondis sur ce que tu disais. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que souvent, derrière la création d'un jeu, il y a un objectif financier. Parce qu'on ne peut pas parler de mécènes qui vont donner de l'argent à un groupe de Mhm. développeurs pour créer un jeu. Enfin, du moins, en tout cas, j'ai jamais entendu parler de ce genre de projet-là. Mais du coup, peut-on vraiment parler d'œuvre d'art quand derrière, il y a un peu l'appât du gain? Là, on saute sur un sujet complètement différent. On n'est plus dans le good luck have fun, forger votre monde pro. Mais qu'est-ce que toi, tu penses de ça finalement? Est-ce que tu penses que l'on peut faire de l'art tout en sachant que derrière, il y a un objectif de rentabilité dans 95, voire 100% des projets de jeux vidéo? Ah, c'est pas une question facile. C'est une Et question complexe, hein. effectivement, et puis je pense que même moi, j'ai tendance à être facilement plus attirée par les cache-causes que par les jeux un peu indés. Ouais, Désolée. mais moi aussi, hein. Je suis 100% sincère avec toi. Mais oui, moi je pense que honnêtement c'est compatible. C'est juste il faut savoir investir là où il y a le mérite, disons. Ouais, Après, voilà, voir. Je me connais malheureusement pas assez bien, je pense, dans le marché de l'investissement du jeu vidéo moi pour non plus, étayer tout. sincèrement.
Non, mais c'était Et je C'était pense que pour c'est rebondir sur ce possible. que tu disais parce que c'était super Ouais. intéressant et c'était. Enfin, moi, tu vois, c'est un peu ce point-là qui me dérange, c'est que j'ai aussi envie de considérer certaines œuvres. Enfin, j'ai joué à un The Last of Us 2 par exemple qui m'a beaucoup marqué. Ce n'a pas Mm. été le cas de tout le monde. Et d'un Oui. côté, on a un peu cette impression de lire un livre parfois et d'être en fait de vivre ce que l'on est en train de lire parce que bah du coup c'est le jeu vidéo, c'est interactif, c'est vivant. Mais d'un autre côté, il y a toujours cet objectif derrière de rentabilité. Il y a des questions aussi d'entreprises qui sont cotées en bourse, donc c'est compliqué de considérer ça. Mm. Comme un art. Alors après, d'un côté, on peut aussi voir ça comme un artisan. L'artisan qui fait son pain pour pouvoir manger le soir et être payé, et qui d'un autre Mm, côté, mm. en faisant son pain, fait aussi une forme d'art. Mais c'est pas de l'art pur à proprement parler. Mais enfin, on s'éloigne un petit peu du sujet, on en discutera quand on Ouais. aura le temps. Parce que là, en Ouais. plus, tu as beaucoup de choses à dire. J'ai besoin de te poser des questions aussi sur ce que tu fais exactement à Ubisoft pour en savoir un peu plus Mhm. sur toi. Donc on va passer à la seconde partie, le second chapitre un petit peu, pour savoir bah, comment est-ce que du coup tu es rentré dans le monde du jeu vidéo à travers des stages, à travers des expériences associatives, etc. Et qu'est-ce que tu fais exactement maintenant à Ubisoft? Ok. Alors du coup, donc j'ai fait, en fait c'est mon premier stage était dans le jeu vidéo. C'est un Mhm. stage de 6 mois. Comment je l'ai eu? Alors du coup j'étais à un forum de l'ESCP. Ok. Donc il y a un stand puisque Ubisoft est partenaire avec le SCP. Il y avait un stand donc Ubi et bah, du coup j'ai fait tout ce que fait les gens, c'est que je suis venue avec un CD imprimé et j'ai dit voilà, je suis intéressée par le monde du jeu vidéo, mais je suis allée vraiment pour le coup droit au but parce que enfin je pense que pas mal de gens ici enfin à ce moment-là ne connaissaient pas trop le jeu vidéo mais savaient qu'Ubisoft était une entreprise vraiment pas mal pour faire un stage. Pour le coup je suis allée vraiment droit au but, j'ai parlé directement avec un brand manager, donc Ubisoft, et je lui ai dit que j'étais intéressée. Ça a pas duré longtemps, mais finalement, mon CV a dû être retenu dans une database quelconque, du coup, j'ai reçu, je crois, 2 ou 3 mois après, un mail qui disait que mon profil était intéressant pour le département communication. Et donc j'ai commencé à passer un process, du coup, de recrutement pour un poste en communication interne. Mais vraiment, pour le coup, c'est un peu un enchaînement de hasard, je dirais pas, mais c'est plus, bah, j'ai eu pas mal de chance, quoi, parce que je savais honnêtement pas trop ce que je voulais faire, en fait, dans une entreprise. Je savais juste que je voulais pas faire de conseils, pas de Mhm. finance, pas RH, je pense. Donc vraiment, du coup, c'était par défaut, je me suis retrouvée à passer des recrutements pour du marketing ou de la com, ou voilà, d'autres choses plus spécifiques. J'ai été prise en stage en communication interne au HQ d'Ubisoft, donc au siège d'Ubisoft à Montreuil, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'entendais super bien avec mon équipe et j'adorais mes missions. Donc ça s'est traduit par une évaluation de stage à la fin pas trop mal, qui fait que en partant, je leur ai dit, bah, je reviendrai sûrement pour une alternance. Enfin, je serais intéressée pour une alternance d'ici 6 mois. Et en fait, ils m'ont rappelé du coup 3 mois après. Ça, c'est vraiment important à savoir. C'est pour le coup, Ubisoft, c'est une entreprise qui recrute vraiment beaucoup dans son stagiaire ou dans son alternant. Ouais. Bah c'est Et super intéressant. Et du coup maintenant tu es en alternance chez Ubisoft, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous en c'est dire un ça. peu plus sur ton alternance et nous Ouais. dire ce que tu fais, voilà le poste que tu occupes et tes missions en day to day? Alors, donc mon poste, c'est Consumer Products Assistant. Donc ça veut dire que je travaille dans les produits dérivés. Grosso modo, je travaille dans le développement des produits dérivés pour Ubisoft sur toutes les IP différentes, en sachant qu'il y en a pour lesquels c'est plus intéressant de bosser sur des produits dérivés que d'autres. Euh, donc par exemple, on travaille beaucoup sur les produits dérivés d'Assassin's Creed ou de Rainbow Six Siege. Les lapins crétins aussi, enfin bref. Donc voilà, ça dépend un peu des sorties de jeu, etc. Et donc mon travail, c'est d'aider les entreprises qui sont licenciées, donc c'est ceux qui sont signés un contrat avec Ubisoft pour leur verser des royalties, pour pouvoir ensuite utiliser l'IP en question, donc les lapins crétins, et les exploiter sur des marques de vêtements, enfin des vêtements, sur de la décoration intérieure, sur des jeux de société parfois. Donc il y a du développement de jeux de société aussi dans mon travail. Donc moi, mon travail, c'est justement de permettre que les échanges soient assez fluides entre le licencié et l'entreprise, de valider ce qu'ils font. Attention, là, vous utilisez des fanarts, là, vous avez, je sais pas,
vous avez un peu modifié le crest d'assassin, c'est pas bon. bien sûr. Je vérifie que c'est toujours raccord. Par exemple, un jeu de société, que le gameplay du jeu, je sais pas, soit assez raccord avec la marque. Donc, ce qui fait que je travaille beaucoup avec des équipes autant brand que studio sur le développement de ces produits. Et un autre volet, c'est de travailler sur la mise en avant de ces produits, donc l'aspect plus marketing com, où là, je vais de temps en temps solliciter des brands ou même solliciter des équipes du studio pour leur dire bon bah voilà, on a ça. Comment vous pourriez aider les licenciés à mettre en avant, puisque bah, le plus intéressant en fait, les meilleurs clients sont les joueurs d'Assassin. C'est Du coup, voilà. su- c'est super intéressant. Tu as un peu un rôle de capitaine, enfin de capitaine de navire en quelque sorte, dans le sens où tu vas à la fois faire beaucoup de gestion de projet, tu vas être à l'écoute évidemment à la fois des licenciés et puis bah aussi des brands qui par exemple vont s'occuper de l'image de marque d'un jeu spécifique, et tu vas devoir faire le lien entre du coup les joueurs, la communauté de joueurs, les développeurs, alors dans le sens large, hein, c'est-à-dire que aussi bien le marketing que la production par exemple, et les différentes entreprises de licenciés pour développer des produits. Donc t'as un peu ce Ok. rôle, je sais pas, tu me dis, tu m'arrêtes si jamais j'ai tort, hein, mais t'as un peu Je ce parle rôle avec beaucoup de gens, de oui. capitaine C'est de ça. navire, tu vois, j'imagine bien Ouais. Astrid dans Capitaine de navire qui explique un peu comment faire et qui fait avancer finalement l'ensemble des produits dérivés chez Ubisoft. C'est ça. Bah, c'est de la gestion en projet pur et dur. C'est juste ça en fait. Enfin, c'est du développement de produit, donc c'est juste bah voilà, on a ces assets là, il faut produire cette collection là, comment on fait, et puis à la fin il faut que la collection elle sorte en temps et en heure, et puis une fois que la collection elle est sortie, il faut faire de la com dessus, et puis après ils nous versent les petits Ouais. royalties. C'est super intéressant parce que ça montre aussi, je pense, la diversité des profils qu'il peut y avoir dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire Oui. que quand on pense souvent à une industrie qui développe des jeux, bah, par exemple Ubisoft ou même pas, ça peut être Electronic Arts, etc., on va souvent s'attarder aux équipes de production, on va un peu penser aux équipes marketing, mais de façon très réduite, dans le sens le marketeur, c'est le grand vilain, c'est un peu le pirate avec son sabre qui vient récupérer la cage d'or de nos pauvres joueurs, alors que finalement c'est extrêmement large. Là, on peut le voir, ne serait-ce que dans ce que tu viens Oui. de nous dire, ça implique déjà des centaines de profils différents et un nombre incalculable, incalculable de personnes, que ce soit en communication, en marketing, en Mhm. project management. Et parmi les licenciés, il faut aussi avoir des personnes qui ont des compétences manuelles fortes pour pouvoir bah, justement designer les figurines, pour pouvoir dessiner les fan art, enfin, ou du moins les assets. Il faut aussi des graphistes, il faut des monteurs. Enfin, en fait, finalement, c'est assez impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont mises qui sont mises en action dans ce genre de projet. Ouais, tout à fait. Ben, en plus, bah, ça se traduit par beaucoup de noms aussi incompréhensibles finalement. C'est vrai. Mais oui, enfin c'est moi je suis toujours impressionnée même aujourd'hui par le nombre de départements différents et de fonctions différentes qui existent dans cette entreprise. Après c'est aussi lié au fait que bah ça reste une entreprise internationale, donc il y a Bien sûr. beaucoup de fonctions différentes. Là où je pense dans un plus petit studio qui n'a pas forcément la fonction même de distributeur ou enfin, voilà, il y a quand même moins de fonctions différentes. Mais c'est aussi intéressant parce que du coup, il y a plein de possibilités différentes. Pas ce que je te disais, moi, c'est que quand je suis allée au forum de l'ESCP, après, quand ils m'ont contacté pour plusieurs postes en communication, en fait, c'était un peu une fiche de poste agrégate de tous les postes en communication possibles. Il y en avait plein, je me dis, mais c'est dingue, j'aurais jamais cru qu'il y aurait tous ces postes différents-là dans le département de la communication même. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Même moi aujourd'hui, je me rends encore compte, après quasiment 3 mois de stage, ça fait 2 mois et demi maintenant qu'on est arrivé chez Ubisoft, on se rend toujours compte en fait, on rencontre toujours de nouvelles personnes, et c'est ça qui est aussi ultra. Tu fais bien d'ailleurs, enfin c'est ça qui est ultra intéressant. Tu fais bien d'ailleurs de mentionner que voilà, on parle d'un producteur, enfin d'un éditeur de jeux vidéo qui est quand même l'un des géants de l'industrie. Donc c'est pour ça aussi qu'on a autant d'équipes, etc., qu'on parle beaucoup anglais. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écouteraient et qui seraient intéressées ou passionnées par ce genre de domaine-là, sachez que l'anglais c'est ultra ultra important. Donc voilà, je m'adresse à Ouais. toutes les personnes dans le chat qui voudraient travailler dans le monde du jeu vidéo, qui voudraient s'y intéresser. Jouez à vos jeux en anglais, jouez à Minecraft. Moi, c'est comme ça que j'ai appris au début l'anglais. N'hésitez pas à regarder des séries aussi et tout, c'est super, super intéressant et important. Astrid, il est déjà quasiment 18h30, ce qui veut dire qu'il nous reste un peu moins de 15 minutes. C'est terrible, le temps passe beaucoup trop vite en fait, surtout en ta compagnie. Et en votre compagnie, évidemment. Du coup, on va aborder peut-être la troisième et dernière partie de notre émission. On va essayer un petit peu de faire un lien donc, entre ton parcours professionnel,
chez Ubisoft, ton parcours personnel, et puis bah, ce que tu as décidé de monter, puisque tu as monté un projet qui est passionnant et dont j'aimerais un petit peu discuter avec toi maintenant. Tu montes un blog dans lequel tu parles notamment, eh bien tu fais un rapport entre l'histoire et beaucoup de jeux vidéo. Est-ce que tu pourrais voilà, nous parler de l'un de tes articles pour un petit peu expliquer, faire comprendre à tout le monde ici de quoi il Mhm. s'agit? Ce serait, je pense, super intéressant. Effectivement. Alors du coup, c'est comme tu dis très justement, c'est en construction. Donc du coup, C'est vrai. pour l'instant, il y a que 2 articles. Mais en sachant que 2 articles, enfin j'ai timé un article dure à peu près 50 minutes de lecture, donc c'est ça m'a pris pas mal de temps. En fait, donc juste pour résumer le concept, c'est un blog où je publie des analyses de jeux vidéo sous un prisme très particulier qui est soit littéraire, historique ou philosophique. En sachant que je pense que j'ai plus de références historiques pour le coup après avoir fait une prépa en spécialisation en histoire. Donc ce qui se passe c'est que bah, quand j'ai beaucoup aimé un jeu, c'est très probablement parce que derrière il y a eu, comme je disais, quelque chose dans la narration, dans l'univers qui m'a un peu, qui m'a fait pas mal réfléchir. Et donc, Mhm. bah, pour prendre un exemple, j'ai beaucoup, enfin, aimé le jeu BioShock, le premier. Et ce qui m'avait frappé, c'est que derrière, il y a toute une réflexion sur un courant philosophique qui s'appelle l'objectivisme. Et bah, ni une ni deux, j'ai voulu en savoir plus dessus. Et donc, j'ai commencé à lire un peu enfin pas des livres entiers, mais ce qui avait été fait sur l'objectivisme, etc. Et j'ai perdu même le nom de C'est la sûr. personne. Enfin bref, du coup, pendant un mois, j'ai fait que ça. J'ai cherché tout ce que je pouvais savoir sur le courant et j'ai regardé, je pense, 2, 3 fois le jeu en entier BioShock après y avoir joué. Pour retenir absolument tout ce qui pouvait se rapporter à ce courant philosophique et ce qui le critiquait. Et j'ai tout compilé dans un article, en sachant que c'est pas une liste, c'est que j'ai essayé de structurer ça avec une problématique en disant bon bah voilà en quoi BioShock critique bien ou mal l'objectivisme, est-ce qu'il le critique vraiment, voilà, c'est ça. L'autre article c'est la même chose mais version histoire, donc là c'est BioShock Infinite, c'est le volet 3 où là bah, j'ai trouvé ça assez frappant la manière dont BioShock 3 présente l'histoire des États-Unis à la fin de la seconde partie du 19e siècle, puisque le Columbia, qui est la ville de BioShock Infinite, est censé représenter l'exposition universelle de Chicago, donc en 1893. Et donc là, bah pareil, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai repris mon cours de prépa, qui était sur l'histoire des États-Unis, et j'ai tout défriché. Et puis pareil, je me suis regardé 2 ou 3 fois le jeu en entier, et j'ai essayé de faire des liens, et puis de tout structurer dans un article. Mais bon, je l'ai pas vraiment synthétisé vu que l'article dure 1 heure, mais voilà. Et du coup, dès que j'ai le temps, j'essaie d'avancer un peu dessus, mais c'est vrai que pour le coup, ça prend du temps, donc il faut que je trouve un format un peu plus adapté. Mhm. Mais ça me fait Tout à plaisir parce fait. que déjà, j'écris plus. Enfin, j'aime beaucoup écrire et c'est vrai qu'après, enfin, dans le monde de l'entreprise, tu n'as pas forcément pour vocation d'écrire des articles sur l'histoire dans BioShock. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Bah, Donc, voilà. c'est pas nécessairement curieux. Au contraire, en fait, c'est assez intéressant de voir que du coup, enfin, le prisme, enfin, ta passion du jeu vidéo passe par le prisme de plusieurs angles, puisque du coup, ta langue professionnelle, tu as une volonté de participer et d'apporter ton aide du coup pour faire grandir ce domaine, ce monde-là. Et puis d'un autre côté, en fait, tu vas aussi venir analyser des jeux vidéo qui sont bah, des jeux vidéo, enfin. En l'occurrence, je pense qu'on peut dire que BioShock, c'est quand même un sacré jeu. Enfin, si vous n'y avez pas joué, je vous recommande très vivement d'y jouer. Et puis, bah, en fait, c'est assez cool de voir que tu transformes aussi une passion, et je sais pas si ça t'a aidé aussi, mais tu transformes une passion en une force aussi, pour avancer notamment professionnellement et personnellement. Est-ce que du coup, cette passion personnelle que tu as d'écrire des articles sur le monde du jeu vidéo, ça a pu t'aider notamment pour obtenir bah, ton premier stage? Est-ce que ça a pu t'aider? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi rassuré dans bah, dans ton approche finalement du monde de l'entreprise? Bah, il y a plusieurs questions, mais du coup, Ouais, alors ça, c'est ma faute. effectivement. Non, non, mais pas du tout, t'inquiète, puisque ça tourne toujours un peu autour de la même idée. Oui, pour le coup, en fait, je pense que déjà le fait d'avoir ces articles-là, de connaître un peu bah, pas mal de jeux, fait que je me sentais légitime
quand j'ai dit que je m'intéressais aux jeux vidéo alors que j'ai postulé à Ubisoft. Mhm. Donc ça m'a pas mal aidé, c'est sûr. Et je sais que pour mon alternance, j'avais glissé le lien de mon blog quelque part dans mon CV. Et du coup, ma manager après m'en a reparlé et Trop cool. Bah, donc c'est du coup, ça sûr t'a quand qu'un même soir, vachement servi. après, oui, voilà, mais après, faut surtout pas se dire que du coup, c'est pas possible de rentrer dans cette entreprise si on ne joue pas. C'est juste que c'est un plus. C'est C'est clair. sympathique. Et puis, bah, en fait, finalement, comme tu dis, c'est devenu plus qu'une passion dans le sens où aujourd'hui, je me vois mal évoluer dans un autre secteur d'activité que les jeux vidéo au sens large, le divertissement. Donc c'est plus une question de survie maintenant. Non, mais je vois ce Mais que tu veux dire. voilà. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire qui est très intéressant, que je ne dis pas assez, donc merci beaucoup à toi. Le jeu vidéo n'est pas Mhm. un secteur exclusif. On peut ne pas du tout jouer aux jeux vidéo et Oui. pourtant y trouver sa place complètement parce que bah, c'est une entreprise, enfin, beaucoup d'entreprises sont jeunes, c'est des entreprises qui sont dynamiques, c'est des entreprises qui ont des projets qui sont aussi parfois passionnants. Donc vraiment, voilà, n'hésitez vraiment pas si ça vous intéresse à vous lancer, même si vous n'avez une approche du vidéo qui est que très lointaine ou que vous ne connaissez absolument pas ce Mhm. domaine-là, il y a beaucoup de personnes qui y trouvent du coup beaucoup d'intérêt à travailler dans des entreprises comme ça. Et Mais surtout que, comme tu dis, le jeu vidéo, c'est aussi... bon, après, ça dépend si on travaille en studio, parce que pour le coup, moi, je passe plutôt dans le côté support, ouais, marketing. Donc là encore, je pense que tu trouves encore moins de gros geeks que dans les studios. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que on s'y engage aussi parce qu'il y a une culture du travail qui est pas forcément la même que dans d'autres entreprises. Et c'est ça aussi qui va attirer des personnes. C'est que c'est pas forcément parce que je joue aux jeux vidéo que j'ai envie de travailler à Ubisoft, mais parce que je sais que c'est un employeur qui a une assez bonne réputation quand même, qu'il y a une bonne ambiance de travail, que t'es pas obligé de venir tirer à quatre épingles tous les jours. Et je c'est pense qu'il clair. y a aussi ça qui attire les gens, sans aucun doute. Ah bah oui, non mais bien sûr, mais c'est, enfin voilà, c'est très complet et encore une fois, je pense il ne faut pas percevoir le monde du jeu vidéo qu'à travers le prisme de la personne qui est passionnée, qui ne fait que jouer, qui a un no life et Mhm. qui travaille à côté, parce que c'est pas le cas. Ouais, c'est On ça. a tous une approche qui est assez différente, on a des gens qui jouent constamment, d'autres qui jouent de façon très casu, et puis aujourd'hui aussi en plus, et ce sera peut-être l'un des derniers ou l'avant-dernier sujet qu'on abordera malheureusement, mais quasiment tout le monde joue. Aujourd'hui, on a tous un téléphone, on a tous des petits jeux. Alors je sais que ça va faire grincer les dents des plus gros joueurs de dire que voilà, jouer à un Candy Crush, c'est jouer. Mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître aujourd'hui, avec le téléphone, bah, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. T'en penses quoi? Ah oui, bah, je suis d'accord et je trouve que bah, c'est bien. Enfin, Ouais, de toute manière, c'est pour moi, c'est un peu le futur du divertissement, donc c'est un peu inévitable que de plus en plus de personnes commencent à jouer aux jeux. C'est pas grave si tu joues que à des jeux mobiles ah ou bah oui, bien alors sûr. que sur PC. Mais moi, je trouve ça super bien de manière générale. Ça fait plus de sujets de discussion à avoir avec les gens. Exactement. Puis entre le Game Pass, l'offre d'abonnement Mm. de Microsoft pour les consoles de nouvelle génération notamment, mais pas que, et Netflix aussi qui a volonté de se développer avec un compte Twitter, si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle Netflix Geeked, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui propose aussi beaucoup de contenu geek. Netflix qui veut Mhm. aussi avoir un abonnement gaming premium, on voit quand même qu'il y a une volonté de démocratiser et que de plus en plus aujourd'hui le jeu vidéo fait partie de nos vies, que ce soit de façon quasi quotidienne, que ce soit de façon hebdomadaire ou mensuelle, c'est vraiment un sujet qui est quand même super super important et qui devient de plus en plus développé aux yeux de tous dans nos sociétés. Oui, c'est ça. Puis même de manière générale, je pense que ça s'est infiltré dans toutes les formes de divertissement aujourd'hui et pas que. Donc même dans l'éducation, ça devient un sujet de plus en plus important, la gamification. J'avais même, je me rappelle, passé des entretiens pour un poste chez Ubisoft qui avait pour vocation d'évaluer un peu aujourd'hui quel était l'univers de l'éducation slash jeux vidéo. Donc non, c'est, je pense que même aujourd'hui, en fait, beaucoup de secteurs s'inspirent du jeu vidéo. J'ai bossé aussi pour un stage chez BETC, donc une agence de Ouais. publicité juste avant de rejoindre à nouveau Ubisoft en alternance. Et pour le coup, là aussi, j'ai découvert totalement le monde de la publicité que je ne connaissais pas du tout, mais j'étais frappée par le fait que je recevais tout le temps des études sur comment le jeu vidéo influence la publicité aujourd'hui.
Ah bah oui, que clairement. je ne dirais pas forcément, mais Puis il y a un commentaire très intéressant de Sif qui nous dit que en fait les jeux mobiles c'est plus simplement Candy Crush, c'est vrai, c'était un raccourci que je faisais mais c'est très vrai ce que tu dis, et que du coup le fer de lance du mobile game c'est le gacha. Et c'est vrai qu'on en parle peu, mais le gacha c'est une industrie, enfin c'est un type de jeu qui fait des milliards en termes de bénéfices, en termes de revenus, et qui en plus de ça se développe de plus en plus. On peut voir des Genshin Impact où on a un gacha mélangé à un jeu du coup beaucoup plus complet et développé, donc c'est aussi très intéressant d'avoir cet aspect-là. Puis il suffit de regarder en Chine, aujourd'hui actuellement en Chine, le métro, alors je ne sais plus exactement la ville en question, mais il y a un métro qui est complètement redesigné aux couleurs du coup de League of Legends, et ça te montre aussi que ça devient un phénomène social. C'est quand même quelque chose ah bah d'assez ça devient important, même d'assez fou. beaucoup plus collé en Chine, hein. Comment? Maintenant qu'ils interdisent aux Oui, jeunes c'est de vrai, jouer en dehors de 20, 21 heures en semaine, c'est vrai, c'est vrai. on voit que clairement il y a une certaine influence sur la société aujourd'hui. Bah, c'est clair, c'est clair. En fait, il y a un peu cet aspect duel là, pour le coup, avec d'un côté l'interdiction et le contrôle, et de l'autre la mise en avant du coup d'un univers, mais qui nous montre aussi que le jeu vidéo, c'est pas simplement jouer. Parfois, c'est aussi regarder, parfois, c'est aussi lire des histoires. On le voit bien avec les lores qui sont extrêmement développés, le lore de League of Legends, le lore de Rainbow Six, pour Oui. n'en citer que deux. C'est des lores qui sont développés et qui te montrent aussi toute la diversité qu'il existe dans le monde du jeu vidéo. Parce que oui, on peut être un narrative writer, par exemple, et écrire des histoires qui vont toucher à des personnages dans un jeu vidéo. Donc c'est vraiment très très large. Et voilà, si vous avez une passion et une envie, n'hésitez pas à vous renseigner sur tout ce qui existe parce qu'on peut être surpris. J'ai été moi-même très très surpris de voir que bah, il y avait énormément de corps de métier. C'est une industrie qui est très vaste, donc renseignez-vous, c'est super super important. Il nous reste quelques minutes. Astrid, est-ce que tu aurais, voilà, c'est la question bonus de la fin, la question pas piège, t'inquiète pas, c'est vraiment très chill. Est-ce que tu Ouais, aurais un j'espère. conseil? Est-ce que tu aurais voilà, quelque chose à dire pour les personnes qui souhaiteraient travailler dans le monde du jeu vidéo ou qui aimeraient voilà, tout simplement intégrer une entreprise, un studio, etc. Quels seraient, mais selon toi, les meilleurs conseils à donner? Euh, je réfléchis un peu. T'inquiète, t'inquiète, y a pas de souci. Moi j'en ai quelques-uns déjà, Euh, mais toi j'imagine qu'ils seront bien plus importants que les miens. oula. J'en Alors, suis je suis sûr. pas sûre, mais bah, déjà, je pense que il faut pas avoir peur. Pour le coup, moi, je sais que j'ai un gros souci de légitimité dans mon discours tous les jours. Je me dis qu'à chaque fois, je vais rencontrer quelqu'un qui en connaît beaucoup plus que moi et tout ce que je vais dire ne va pas être important. Donc là, pour le coup, il faut se faire confiance, surtout que c'est un monde qui est quand même très bienveillant. Enfin, je rencontre vraiment tous les jours des personnes qui sont extrêmement bienveillantes. Donc ça, c'est pour les plus introvertis et les plus réservés. N'ayez pas peur, quoi. Clairement. Premier Et puis, conseil. un bon conseil que j'ai découvert et que j'ai appris grâce à un très bon, enfin, à mon meilleur pote, tout simplement en regardant RuPaul Drag Race, c'est une phrase, c'est fake it till you make it. Comme ça, on pourrait croire que Mhm. ça peut paraître un peu bête, mais on a tous comme ça des incertitudes, des peurs. Alors certains, on les gère mieux que d'autres. Mais par exemple, moi, à chaque fois, avant de lancer un épisode Good Luck Have Fun sur Twitch, je suis en panique totale. Alors qu'on va être 5, 6 devant, et que je vous connais là pour la plupart, et que je sais tous que vous êtes des personnes à qui je tiens et qui sont très supportives, qui sont derrière moi pour m'aider et me soutenir à tout moment. Et pourtant, j'ai toujours très peur. Donc dites-vous que le plus important, c'est voilà, essayer de se lancer, de ne pas avoir peur et de se dire que de toute façon, on a tous un petit peu cette crise de légitimité, on a tous l'impression de ne pas être suffisamment légitime dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, et que finalement, il faut aller contre ça parce que bah, vous le venez de voir avec les propos d'Astrid qui sont sur Super Cali, avec son blog et tout, et du coup, on voit bien quand même que quand on veut, on peut, et c'est ça qui est vraiment super important. Oh là là, merci Victor pour ton petit message. C'est de Ami Cuddy, merci Stellan pour la précision, c'est pas de RuPaul, c'est de Ami Cuddy pour le coup la Ouais, citation fake it till you make it. Mais c'est une bonne citation. Moi, à chaque fois que j'ai peur, à chaque fois que genre je suis dans une période moi, de c'est ma une vie passion où tout le comme temps. ça j'ai un peu d'incertitude, c'est en mode allez Romain, fake it till you make it. Bah, Voilà, voilà, c'est totalement. vrai. C'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est vraiment très développé et encore plus dans un monde où on se sent absolument pas légitime parce que c'est vrai que le jeu vidéo, on en voit partout, on en parle tellement qu'on se dit toujours mais qui je suis par Bah, rapport c'est au ça. mec qui a 20 ans C'est ça. d'expérience quoi. Ouais. Bah, c'est un puissant fond et même moi, j'avoue que bah, je joue beaucoup, mais je pense que je serais incapable de tenir une conversation avec des termes très spécifiques. Par exemple, en termes de gameplay, j'y connais pas grand-chose, mais bon, bah, voilà, comme ça. Hein. Faut juste Ah ouais, non, mais bien sûr. s'intéresser et écouter quand on nous parle de ça, et puis voilà.
Exactement. Et puis encore une fois, il y a tellement d'approches différentes du jeu vidéo. Et c'est ça, ce sera les derniers propos, les derniers mots, je pense, de cette émission. Malheureusement, Mhm. le temps passe si vite. Mais du coup, l'idée, c'est que voilà, le jeu vidéo, c'est un monde qui est extrêmement vaste et que certaines personnes peuvent apporter, ne serait-ce qu'en ayant un regard nouveau. J'ai jamais touché à un jeu vidéo. Je ne connais rien à ce monde-là. Et pourtant, j'aimerais faire du marketing, j'aimerais faire de la communication. Alors évidemment, il faut être curieux. Hein. Je vais pas vous dire que vous allez pouvoir rester, vous allez pouvoir faire du brand sur un jeu sans jamais le connaître. C'est faux. Mais il faut être curieux, ça c'est un point fort. Mais vous allez apporter aussi un regard nouveau à des personnes qui sont plongées, qui sont tête bêche, enfin en plein dans leur projet et qui du coup n'ont pas le recul nécessaire pour avoir un regard nouveau, pour prendre une belle respiration et se dire mais qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je veux avancer, etc. Enfin voilà. Du coup c'est tous ces petits points-là qui je pense sont super importants et qu'il faut pas oublier. Donc merci beaucoup Astrid pour tout. Merci pour ta participation lors de cette émission, c'était vraiment très cool. Si tu as un dernier petit mot, une dédicace, n'hésite pas à la faire maintenant, c'est ton moment. Et ben merci aux personnes qui sont présentes parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup que je connais dans le public. Et sur ce, pour ma dédicace, je m'en vais jouer à Disco Elysium. Incroyable, incroyable. On se demande qui est visé du coup par ces propos-là. Merci tout le monde, merci aux personnes qui nous ont suivis. On est monté jusqu'à 13 viewers à un moment, donc ça fait toujours très plaisir. On était nombreux et vous étiez très actifs dans le chat, ça fait toujours, toujours très chaud au cœur. N'hésitez pas à nous spammer de cœur pour cette sortie. En tout cas, on vous souhaite avec Astrid une excellente soirée et on vous dit évidemment à très très vite pour de nouvelles aventures le dimanche à 18h sur Good Luck Have Fun. Passez une bonne soirée et à très vite. Ciao tout le monde, bisous. Salut!